Entre de nouveaux plans indiens et américains pour l'exploration lunaire, une capsule spatiale chinoise qui s'offre une des plus belles réentrées dans l'atmosphère jamais filmées, Blue Origin qui se prépare à lancer New Glenn, une lune d'Uranus qui caffe un océan et encore quelques autres, le moins que l'on puisse dire, c'est que les actualités spatiales se sont encore enchaînées pour la semaine qui vient de s'écouler. Alors pour commencer, je vous propose de parler encore une fois de Blue Origin. On évoque en effet assez souvent la compagnie de Jeff Bezos ces derniers mois, et il faut dire qu'il y a de quoi. Entre leurs plans de station spatiale qui semblent en bonne voie pour être réalisés, leurs atterrisseurs lunaires habités et robotisés dont on attend les premiers pas début 2025, et une multitude d'autres projets qui risquent bien de faire de l'entreprise le concurrent le plus sérieux de SpaceX, eh bien, les raisons de s'y intéresser au moins un petit peu ne manquent pas. Mais il ne faut pas se voiler la face. Tous ces projets reposent lourdement sur la réussite de leur premier lanceur capable d'atteindre l'orbite, baptisé New Glenn. Se basant énormément sur les acquis et la carrière plus que réussie de leur petite fusée suborbitale et touristique New Shepard, New Glenn devrait signer une toute nouvelle ère pour l'entreprise. Mais d'abord, une petite parenthèse, en parlant de New Shepard, elle allait aussi voler une nouvelle fois ce 24 octobre en inaugurant une nouvelle pâture disant adieu à l'ancien mix blanc et bleu. Mais bref, revenons-en à New Glenn. Car ce premier lancement désormais imminent devrait réserver un spectacle assez exceptionnel. Son premier étage de 7 mètres de large et 50 de haut, c'est quand même 2/3 de Super Heavy de SpaceX, va en effet tenter de se poser sur une barge dédiée en mer du premier coup, à l'aide de ses 6 pieds d'atterrissage dédiés. Et pour y arriver, les choses s'accélèrent. Blue Origin a désormais déplacé le premier exemplaire vers le complexe de lancement LC-36 de Cap Canaveral, en vue du premier essai statique puis du lancement. Mais le décollage risque aussi de devoir se faire encore attendre un peu. L'entreprise semble en effet avoir quelques difficultés avec la FAA, notamment avec un déluge d'eau qui aurait été utilisé pour des essais liés au second étage de New Glenn avant d'être approuvé. Alors bien sûr, il est encore trop tôt pour savoir à quel point ça aura un impact sur la date de lancement, mais en tout cas il est encore un peu prématuré de dire que la date du mois d'octobre actuellement annoncée sera tenue. Il est en effet possible que l'on doive attendre fin de cette année-ci, voire peut-être le mois de janvier. Mais ça, j'en reparlerai encore le moment venu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. D'ailleurs, si vous désirez soutenir la chaîne gratuitement, sachez aussi que vous pouvez aller faire un tour chez AstroShop via le lien en description pour tous vos achats de matériel astro, peluches en forme de planètes, météorites martiennes, lunaires et autres. Mais bref, en parlant de météorites et de trucs qui rentrent dans l'atmosphère, on notera le retour dans l'atmosphère ce 3 novembre des 3 taïkonautes, les astronautes chinois, de la mission Shenzhou 18, qui avait décollé en avril vers la station spatiale chinoise. Attention, rien de particulièrement important à noter, c'était une mission de routine, mais on retiendra ces images magnifiques montrant la capsule rentrant dans l'atmosphère, suivie de la pluie, suivie de la parfaitement normale pluie de débris issus du module de service. Comme avec beaucoup de capsules, cet élément qui assure l'approvisionnement en énergie ou encore la propulsion n'est en effet pas récupéré et est donc désintégré dans l'atmosphère en fin de mission. Mais cette semaine, on allait aussi parler de la Lune et de son exploration. Déjà, on notera que du côté indien, la mission Chandrayaan-5 semble en bonne voie pour suivre son développement et rejoindre notre satellite en 2029. Si on devrait d'abord voir Chandrayaan-4 ramener des échantillons de la Lune en 2028, Chandrayaan-5 sera l'occasion pour l'ISRO, l'agence spatiale indienne, de collaborer avec l'AJAXA, l'agence spatiale japonaise, sur le rover LUPEX et de l'envoyer sur notre satellite. Et en parlant de rover lunaire, c'était aussi Astrobotics qui allait publier une petite annonce assez intéressante. Alors que l'entreprise avait lancé un premier atterrisseur Peregrine en janvier 2024, atterrisseur qui allait échouer à rejoindre notre satellite, et qu'elle devrait lancer un autre modèle plus gros fin 2025, l'entreprise américaine s'intéresse aussi aux roues de rover lunaire. Elle annonçait en effet collaborer avec Bridgestone, une entreprise spécialisée dans les pneus, pour développer un nouveau pneu lunaire. Et ça peut sembler assez risible, mais c'est un sujet très important. Entre le fait que la poussière lunaire est particulièrement collante et abrasive, ça a d'ailleurs été une difficulté pour les combinaisons lunaires d'Apollo qui sont incompatibles avec de longs séjours comme Artemis, eh bien, concevoir des roues de véhicules est tout sauf une mince affaire quand on parle de la Lune. L'environnement est sablonneux, abrasif, les poussières ont tendance à se coller par électromagnétisme, et aucune solution optimale pour maximiser la durée de vie des rovers n'existe pour le moment.
Prenez un exemple tout bête, l'état des roues du rover martien Curiosity qui arpente la planète rouge depuis 2012. Alors elles sont tout sauf dans un état désastreux et le rover risque bien de circuler encore quelques années, et les causes de leur détérioration ne sont pas tout à fait les mêmes que dans le cas des rovers lunaires, notamment à cause du fait que Mars a plus de gros cailloux, mais ça aide à illustrer le problème. Surtout que les choses sont pires sur la Lune. Déjà, la gravité est plus faible et le sol s'en retrouve moins compacté. Mais surtout, l'absence d'air et d'eau a empêché par le passé d'entre guillemets adoucir les grains de poussière du sol lunaire, qui agissent ainsi comme des petites lames microscopiques. Ce développement sera donc assez intéressant à suivre et si tout se passe bien, il devrait donner lieu à des roues de rover qui seront utilisées sur la Lune pour un rover d'Astrobotics d'ici quelques années encore. Mais cette semaine, on allait aussi encore parler de l'entreprise chinoise Cosmoleap, qui communique sur son projet de lanceur lourd entièrement réutilisable dont le premier étage ressemble de façon à la fois curieuse et un peu dérangeante à un mix de Super Heavy, le premier étage de Starship, et New Glenn, sur lequel on placerait une copie de Starship en second étage. Pour tout effet secondaire suite à la visualisation de ces images, demandez conseil à votre pharmacien. Bon, bien sûr, je plaisante aussi. Si la technologie marche pour SpaceX, il faut s'attendre à ce que du côté chinois les choses suivent aussi. Mais entre ça et la volonté de récupérer le premier étage avec les bras robotisés d'une tour de lancement, on peut dire que Cosmoleap, qui a déjà réussi à obtenir de bons financements, ne brille pas par son originalité. Néanmoins, la solution est aussi particulièrement utile pour la Chine, dont beaucoup de sites de lancement se situent dans les terres, et où il est donc impossible de récupérer un lanceur à l'aide d'une barge. Et étant donné que récupérer un lanceur en vol permet de se passer de pieds d'atterrissage qui sont lourds et impossibles pour un échec en plus, eh bien, la décision a du sens. En parlant d'exploration spatiale, on notera que la plateforme d'atterrissage russe dédiée à l'atterrissage du rover européen ExoMars a désormais été renvoyée en Russie, où elle servira ou pas pour d'autres projets. Du côté européen, le partenariat avec la NASA semble se préciser pour permettre au rover, qui doit aider à chercher la vie sur Mars, de rejoindre sa destination d'ici quelques années. Dans un autre registre, on allait aussi avoir l'occasion de reparler de Miranda, une petite lune d'environ 500 km orbitant autour d'Uranus. Une récente étude montre en effet qu'il serait possible, et j'insiste sur possible et non certain, que la Lune abrite elle aussi un océan sous sa surface. Et cette découverte pourrait aider à mieux comprendre l'apparence de la Lune. Failles, stries et autres y sont en effet très nombreuses, alors que la surface relativement dépourvue de cratères trahit une certaine jeunesse à l'échelle des temps géologiques du système solaire, mais une jeunesse quand même. Traduisez par là que sa surface n'est pas âgée de quelques milliards d'années comme celle de notre Lune, mais de quelques centaines de millions d'années tout au plus. Pour mieux comprendre les raisons de son apparence, l'idée était donc ici d'utiliser des modèles et de les dérouler à l'envers, en tentant de voir lequel expliquait le mieux l'apparence de Miranda. Et, surprise, c'est celui de l'océan souterrain qui semble le mieux correspondre. Bon alors, il faut aussi un peu nuancer. Cet océan, s'il a existé, a joué un rôle il y a environ 100 à 500 millions d'années. Impossible donc de dire s'il est encore liquide aujourd'hui, mais en tout cas on suppose que l'effet de marée d'Uranus aurait malaxé Miranda, contribuant à la fois à garder son océan liquide et à en craquer la surface. Plus près de la Terre, on notera qu'un astéroïde nous a frôlé ce 20 octobre, frôlant la Terre à 2400 km et la Lune à 18 000 6 heures plus tard. Si ce double frôlement est amusant de par ses proximités notamment, et le fait qu'il ait frôlé la Terre et la Lune, les choses s'arrêtent là. On parle en effet d'un petit rocher inoffensif qui n'aurait de toute façon jamais atteint le sol et ne représentait pas la moindre menace. Enfin, pour finir, on notera que l'entreprise américaine United Launch Alliance continue de recevoir ses livraisons de moteurs BE-4, fabriqués par Blue Origin et utilisés sur New Glenn, moteurs que United Launch Alliance achète pour son lanceur Vulcan. Samedi, on notera aussi le départ des 2 satellites de la mission européenne Proba 3 de la Belgique vers l'Inde, où ils seront lancés. Ces 2 satellites expérimenteront en effet le vol en formation à travers un satellite observateur et un coronographe qui aidera à masquer le disque solaire particulièrement brillant. En plus de pouvoir ainsi étudier la couronne solaire qui est autrement cachée par la brillance du Soleil, ils permettront ainsi de développer des technologies clés pour, au hasard par exemple, des réseaux de satellites et de télescopes permettant d'observer des exoplanètes entre autres. Bon, là je parle de la version très futuriste, mais vous aurez compris l'idée. Mais encore une fois, tout ça, j'en reparlerai le moment venu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.